Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Biruta, a participé ce dimanche à la 35e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Assemblée de l'Union africaine. Au nom du président de la République, le ministre Biruta a participé à la présentation du rapport de la 39e session du comité d'orientation du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le rapport sur les réformes institutionnelles ainsi que le rapport sur la réunion des dirigeants africains investir dans la santé. En marge de ce sommet, le ministre Biruta a rencontré et discuté avec ses homologues d'Algérie, du Maroc et de Somalie. Le sommet de 2 jours s'est terminé ce dimanche. À l'actualité nationale, l'augmentation du taux de vaccination contre la Covid-19 a eu un impact certain sur la diminution des personnes infectées par le virus ces dernières semaines. Toutefois, un appel a été lancé pour que la population continue à respecter les mesures de santé. Le récit de Patrick Nilidanti. Cela fait 10 jours que les joueurs de football du club amateur des districts de Kichukiro ont recommencé à jouer au foot, une activité qu'ils affectionnent particulièrement. Ils expliquent leur ferme volonté de continuer à respecter les mesures préventives en place malgré l'assouplissement des restrictions contre la Covid-19. Nous nous sommes réjouis de l'assouplissement des mesures. Nous étions incapables de jouer à cause de ces restrictions. Chacun devrait respecter les mesures. Il y avait très peu de socialisation. Maintenant, le jeu nous a réunis à nouveau et nous sommes très heureux. En tant que footballeur, je peux vous dire que venir ici est une source de bien-être et de joie. C'est beaucoup plus intéressant que de jouer ou de faire des exercices isolés. Tout le monde ici doit fournir la preuve qu'il est complètement vacciné avant d'être autorisé à monter sur le terrain. Et nous nous lavons tous les mains en arrivant. Nous portons également nos masques dès que nous partons, car tout cela compte. Les moniteurs d'auto-école se souviennent encore très bien à quel point il était difficile de pouvoir survivre avec les restrictions sanitaires contre la Covid-19 mises en place pour faire reculer la pandémie. Raison pour laquelle ils prennent très au sérieux les mesures préventives. La vie était extrêmement difficile, nous n'avions pas du travail, nous ne pouvions même pas payer notre loyer. Désormais, tout élève qui vient chez nous pour des cours doit d'abord se désinfecter correctement les mains, doit être complètement vacciné. Si possible, même se faire vacciner et aussi porter le masque facial correctement et en tout temps. Les restrictions contre la Covid-19 ont été atténuées vers la fin du mois dernier, mais les gens ont maintenant compris que cela ne signifie pas que les mesures préventives deviennent obsolètes. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour continuer à respecter les mesures et j'exhorte tout le monde à faire de même. C'est le seul moyen de vaincre cette maladie. Le jour de l'an, le taux d'infection contre la Covid-19 s'élevait à 5,3% de taux de positivité et le samedi dernier, il était de 0,3% alors qu'il s'établissait en moyenne autour de 0,4% la semaine dernière. Les experts sanitaires attribuent cela au fait qu'une grande partie de la population est désormais vaccinée contre les virus, avec plus de 7,1 millions de personnes entièrement vaccinées, plus de 8,5 millions ayant reçu la première dose et plus de 1,1 million ayant reçu la dose de rappel. Depuis quelques jours, Ibuka, l'organisation qui milite pour les intérêts des rescapés du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, a initié un projet d'archives sur le génocide afin de perpétuer sa mémoire. Jean Damascène Manishimwe, reportage. C'est au total une équipe de 12 personnes qui s'occupent au quotidien des travaux de trier et d'ordonner les écrits en lien avec l'histoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, des écrits provenant des endroits variés. Ce projet mené par Ibuka en partenariat avec la Mémorial de la Shoah et l'École des hautes études en sciences sociales. Le secrétaire exécutif d'Ibuka indique que cette opération de rassembler les écrits historiques s'étendra bien au-delà du champ public.
zisanzwe zari zifitwe na ibuka ariko hari n'inyandiko zindi zo mu miryango yindi y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Nous avons commencé par les écrits que détenaient Ibuka et ceux des organisations des rescapés du génocide commis contre les Tutsis. Ce sont les écrits que nous devons bien conserver. Il y a également d'autres écrits éparpillés ici et là dans les districts du pays que nous devons aussi sauvegarder. Il existe tout de même les archives détenues par les particuliers. Nous comptons leur demander une copie pour les conserver mieux et de façon plus durable. Ariko dusanga ko kugira ngo zitange umusaruro kandi mu buryo burambye nuko izo nyandiko baziduha bakaduhaho kopi yazo kugira ngo tuzibike mu buryo bugezweho. L'historienne chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique à Paris, Dr Hélène Dumas, qui participe également à ce chantier des archives, estime que ce projet est d'une importance capitale pour les rescapés du génocide d'abord. Pour les rescapés, le génocide ne s'arrête pas avec la fin des massacres, que c'est une expérience qui continue de vivre dans la vie sociale. Et puis la deuxième dimension qui apparaît là dans ce premier tri, c'est également ce qu'on pourrait appeler l'empowerment des rescapés pour eux-mêmes. Tous les projets socio-économiques, les projets de santé, les projets aussi de connaissance de leurs conditions de vie ont été initiés par les rescapés eux-mêmes. Et à elle d'ajouter que dans l'avenir, ces archives continueront d'inspirer les chercheurs qui souhaiteront écrire sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et nous pensons tous ici à ce qu'il adviendra de l'écriture de l'histoire du génocide des Tutsis dans 20 ans, dans 50 ans, et de l'importance de conserver ces fonds d'archives. Voilà, l'histoire du génocide des Tutsis, elle continuera de s'écrire à l'appui de ces corpus archivistiques. C'est ce qui donnera toute la valeur à ces futurs travaux sur l'histoire du génocide des Tutsis et qui fera, je l'espère, perdurer la mémoire de cet événement tragique. Il est prévu que la première phase de ce chantier d'archives lancé en janvier dernier durera 6 mois, après quoi suivra la conservation de la voie électronique. En une année seulement, jusqu'à 100 km de câbles électriques et de pylônes ont été installés en province du Nord du Rwanda, apportant l'électricité à des endroits qui n'en avaient jamais eu auparavant. L'initiative a transformé des communautés entières. Les détails avec Patrick Nilidandi. Eudia Vumilia est infirmière au centre de santé de Nyamichuchu, c'est en district de Burera, et ne connaît que trop bien les difficultés de travailler sans électricité, avec notamment un éclairage à la bougie pour soigner ses patients. Tout a changé maintenant avec une alimentation électrique désormais disponible dans sa région, ce qui rend le poste de santé beaucoup plus efficace. La plupart des secteurs le long de la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda ont maintenant l'électricité, ce que la population locale apprécie à sa juste valeur. Ici, dans la cellule, nous avons maintenant des machines qui broient certains produits tels que le maïs et les sorgho en utilisant l'électricité et non des générateurs diesel, comme c'était le cas auparavant, ce qui a considérablement réduit les coûts. Nous remercions le président de la République. Il a pensé à nous, qui vivons les longs de la frontière, et nous a donné accès à l'électricité. Les opérations de distribution d'énergie se sont poursuivies dans les 5 districts de la province du Nord. Jusqu'à 100 km de câbles électriques et des pylônes ont été installés, apportant de l'électricité à des endroits qui n'en avaient jamais eu auparavant. Le responsable de la compagnie de fabrication et de distribution d'énergie électrique, REG en sigle et en anglais, affirme que 60,6% des habitants de la province ont désormais l'électricité, l'objectif étant d'atteindre 100% d'ici à 2024. 41% des foyers et des établissements disposant de l'électricité et sont connectés au réseau, dont 17% utilisent d'autres sources d'énergie comme l'énergie solaire.
La distribution d'énergie à travers le Rwanda est maintenant de 69%. Des infrastructures à l'éducation, parlons à présent des étrangers qui font leurs études supérieures au Rwanda, qui affirment que la sécurité et la qualité de l'éducation sont les principaux motifs qui les ont poussés à prendre la direction du Rwanda. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Onzaga Benetor, c'est un Gabonais qui fait de l'économie au Rwanda. Il nous explique les raisons qui ont été à l'origine de sa décision de choisir le Rwanda. Le Rwanda, c'est un bon pays et la monnaie elle est acceptable par rapport au franc CFA chez nous. Donc ici, c'est tranquille, c'est propre et il y a la sécurité. Voici pourquoi je suis venu ici. Cet étudiant affirme que le Rwanda est une meilleure destination pour quiconque voudrait être bien formé grâce à la multiplicité des institutions d'enseignement supérieur dans le pays. Les universités du Rwanda sont, on va dire, meilleures. Parce que d'abord au Gabon, il n'y a pas assez d'universités. Il n'y a pas assez. Mais le Gabon, c'est bien, mais il n'y a pas assez d'universités. Il y a plus des écoles supérieures. Universités, il y en a peut-être une ou deux. On n'a pas assez. Mais ici, on a le choix. Et apparemment, avec les informations que j'ai prises, les universités du Rwanda sont bien. Elles sont bien. Ce sentiment est partagé par d'autres étudiants étrangers qui viennent de passer plusieurs années au Rwanda. J'ai choisi de venir au Rwanda parce que, déjà à cause des parents. Ensuite, c'est un pays qui ouvre beaucoup de portes, plusieurs opportunités à travers les universités, les écoles qui sont reconnues à l'international. Et franchement, aucune déception. L'accueil à Kigali, c'est bien. C'est bien parce que les Rwandais sont accueillants, ils sont chaleureux. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé en fait l'approche rwandais et tout. Ils savent accueillir en fait. D'abord à la base parce que le tourisme au Gabon, il n'est pas développé. C'est un secteur qui n'est pas développé au Gabon. Donc ici, je pense que le Rwanda, c'est un pays touristique. Voilà pourquoi je suis venue au Rwanda. La ministre de l'Éducation au Rwanda estimait que la présence accrue des étudiants étrangers dans le pays est le résultat des efforts consentis par le Rwanda dans le renforcement de l'éducation. Il ajoute par ailleurs que cette situation pousse à plus d'actions. Le fait que les étrangers viennent étudier au Rwanda confirme la valeur que les étrangers accordent à notre pays. Nous l'apprécions beaucoup. Mais ça nous interpelle aussi, nous autres qui devons leur donner et ceux qui viennent chercher ici. Nous devons relever la qualité de ce que nous faisons. Comme ils ont espoir en la qualité de l'éducation, nous devons tout faire pour ne pas les décevoir. Au cours de l'année académique 2018-19, le Rwanda comptait au total 2624 étudiants, dont 1605 garçons et 1019 filles. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Les analystes politiques sont unanimes à dire que l'organisation doit tout faire pour mettre en pratique les résolutions adoptées, faute de quoi la vision de l'Union africaine resterait un rêve. L'ambassadeur Moutaouba Joseph indique que les problèmes politiques qui se manifestent ces derniers temps reflètent les défis qui mettent à mal la vie de la population depuis longtemps. J'ai participé même, quand j'étais encore actif dans la vie diplomatique à l'OUA. Le problème, ce n'est pas le contenu, le problème, c'est la mise en application. Pourquoi est-ce que ça ne se met jamais en application? Et plutôt, on choisit une autre résolution, ou bien on renouvelle le langage, mais c'est la même chose. Donc ce manque de mise en application, c'est ça qui me préoccupe en tant qu'analyste. Les coups d'État en Afrique, ce sont des coups qui ont eu lieu. Bon, aujourd'hui, nous en parlons aujourd'hui parce qu'ils sont revenus récemment au Tchad, au Mali, en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau. Et ça peut ressurgir même demain. Donc ce n'est pas parti, c'est une chose qui est récurrente. Mais c'est récurrent. Pourquoi? C'est ça qu'il faut savoir. Pourquoi?
Donc, ce pourquoi, c'est plutôt le point qu'il faudra essayer de mettre en place. Il faut dire, voilà, A, B, C, D, ou bien 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Voilà ce que nous devons regarder comme source de ces coûts et essayer de rectifier le tir. Le 1er février de chaque année, le Rwanda célèbre les héros nationaux. L'héroïsme étant une valeur sans pareille, sa célébration ne se limite pas à cette date. C'est dans le même contexte que la télévision rwandaise a invité Deo Moussi, le secrétaire exécutif de la chancellerie des héros et ordres nationaux, pour expliquer la signification des héros de la nation. En général, si vous regardez toutes les sociétés, je crois que l'héroïsme, c'était une des valeurs qui avait une grande considération. Mais au Rwanda particulièrement, il était plutôt difficile de séparer l'héroïsme et la culture. Ça faisait partie de la culture rwandaise, parce que c'est l'héroïsme qui a fait grandir ce pays. Et dès la naissance de ce pays jusqu'à aujourd'hui, c'est l'héroïsme qui a fait qu'on a atteint tout ce que l'on a pu atteindre. C'est l'héroïsme qui a fait que l'on a réalisé tout ce qu'on a pu réaliser. Et comme dans toutes les sociétés, on est passé par des situations parfois pas très agréables, parfois pas très bonnes, mais la jeunesse, les membres de la société rwandaise ont contribué à la sortie de ces situations plutôt difficiles qu'on a connues au courant de notre histoire. L'héroïsme donc est une des valeurs les plus importantes dans notre société et qui a été, disons, à la base de l'édification de la nation rwandaise. Et comment cette valeur est-elle transmise aux plus jeunes ? Disons que la valeur en elle-même a été transmise par les parents, par l'éducation au niveau de la famille, les parents, la grande famille, et la société dans l'ensemble, la communauté. C'est ainsi que cette valeur était transmise. Mais surtout, elle était transmise par l'école. L'école d'antan, c'est ce qu'on appelait Itorero. Les jeunes gens, surtout les garçons, entraient dans l'Itorero à l'âge de 8, 9, 10 ans, autour de 10 ans. Ils y restaient jusque vers 18, 19 ans, 20 ans, parfois au-delà de 20 ans. C'était une sorte d'académie, académie militaire, académie où l'on apprenait l'administration. C'était un endroit où on apprenait le savoir-faire et le savoir-vivre. Cette école-là, d'antan, c'était une grande école, une école qui a produit des gens très braves, très courageux, qui ont construit ce pays et qui ont défendu ce pays. Parce qu'il était parfois attaqué par d'autres nations, et ces gens-là ont contribué en définitive à l'existence du pays et à la résistance du pays à tous ces soubresauts. Disons que l'héroïsme aussi, c'est l'héroïsme qui a fait que ce pays a grandi. Il y a eu des guerres de protection de la nation, de protection du pays, de défense de la nation, mais il y a aussi eu des guerres d'expansion territoriale. Il y a eu parfois aussi des razzias, c'est sûr, mais les guerres de protection de la nation, d'extension territoriale, d'extension de la nation, ce sont ces guerres-là qui ont fait que les Rwandais sont reconnus comme tels, comme des gens qui ont été très très braves, qui ont été très très courageux, qui ont fait des sacrifices énormes et qui ont eu toujours cette qualification de personnalité héroïque. On a eu des héros dans notre histoire, depuis l'histoire ancienne, avant la colonisation, pendant même après la colonisation. On parle souvent de la guerre de libération du Rwanda. C'est une guerre qui a exigé beaucoup de sacrifices, et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'héroïsme et beaucoup de personnes qui avaient cette valeur-là et d'autres valeurs qu'on retrouve dans la culture rwandaise. Parlons exactement de personnalités héroïques. Avec le développement actuel, comment les citoyens peuvent-ils manifester l'héroïsme ? Oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a presque fini, on est presque en dehors des guerres comme on a connu ces situations-là. Mais l'héroïsme aujourd'hui, c'est l'héroïsme dans la résolution des problèmes du quotidien. C'est l'héroïsme dans le développement social, développement économique. C'est l'héroïsme dans le domaine des sciences et de la technologie, et dans le domaine de tout ce qui peut toucher le développement humain, le développement d'un pays, le développement d'une nation. Et je crois que l'héroïsme que l'on a connu dans le temps, c'est dans toutes les sociétés, était plutôt un héroïsme que l'on observait pendant les guerres, au courant des batailles. Mais aujourd'hui, la guerre que l'on a, c'est la guerre qui nous sortira des situations plutôt de pauvreté et des situations de misère, si je peux dire ainsi, mais c'est une guerre plutôt économique, scientifique, sociale, et qui nous permettra d'atteindre le niveau que l'on souhaiterait atteindre de développement. Et
Que pensez-vous qui devrait être fait pour que cette noble valeur caractérise toujours le Rwandais d'aujourd'hui et dans les générations à venir? Oui, ça c'est une question très très importante. Je crois que c'est une valeur très importante que l'on doit transmettre aux générations futures. La meilleure voie, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Je crois qu'il faut éduquer les jeunes, éduquer aussi les adultes, mais commencer par sensibiliser les parents, sensibiliser les éducateurs, sensibiliser les journalistes, sensibiliser les missionnaires, les religieux, tous ceux qui ont rapport avec la population, qui ont des relations très étroites, qui sont en contact avec les jeunes, et qui soient eux-mêmes éduqués et qui soient responsabilisés pour transmettre ces valeurs aux jeunes. Je pense souvent aux enseignants, aux éducateurs, aux parents, aux religieux, vous autres les journalistes, mais je pense aussi aux administrateurs, aux politiciens. Ils ont la responsabilité d'éduquer les jeunes, de leur transmettre les valeurs ancestrales, les valeurs que nous connaissons, qui ont bâti ce pays, les valeurs qui ont défendu ce pays et les valeurs qui ont développé ce pays. Je crois que ce sont des valeurs que l'on doit garder, on doit tout faire pour ne pas les perdre, mais aussi les développer dans le sens du développement global de cette terre que nous habitons. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.